Donc moi, je suis Karim Mendiane, hein, je suis sociologue, mais j'ai trahi puisque j'ai fait après un PhD, une HDR de santé publique, épidémiologie et recherche clinique, mais c'est quand même dans la continuité de la sociologie. Alors moi, simplement, mon intervention, c'est sur le focus d'un dispositif d'enquête qui s'appelle VICAN. Ce dispositif, il fait partie des 3 dispositifs d'enquête d'opinion en population coordonnés par Cambios depuis... je suis beaucoup plus âgé que Gabriel, donc depuis quelques années. Donc il y avait soins palliatifs qui traitaient effectivement des attitudes et des médecins face aux patients en fin de vie et qui traitaient déjà de la question de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. Il y a le dispositif VICAN qui est sur les conditions de vie des personnes atteintes d'un cancer. Et puis il y a un dispositif qui est toujours en cours, qui est sur les comportements de santé, qui s'appelle PHOSPHO, qui est en fait sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, mais dans des domaines, dans des territoires culturellement marqués, qui sont les territoires ultramarins, la Réunion, les Antilles et peut-être la Guyane bientôt. Bien qu'on nous dise aussi de faire la Corse, certes c'est une île, mais bon, bref. Et il y a peut-être un continuum aussi avec un problème culturel en Corse. Quoi qu'il en soit, en arrière-plan théorique, ces dispositifs, ils ne sont pas nés ex nihilo, hein. Ils se situent vraiment dans ce qu'on appelle les modélisations psychocomportementales, avec des paradigmes bien précis qu'on a développés dans le cadre du CESIM depuis des années, qui sont la théorie de l'action planifiée, du comportement planifié et de l'action raisonnée. Donc on est vraiment sur des schématisations très particulières. Et nous, ce qu'on a fait dans le cadre du CESTIM, c'est qu'on a essayé d'adapter ça, c'était sous l'impulsion de Jean-Paul Moatier, aux pratiques médicales. Normalement, c'était lié, ce genre de modélisation, à ce qu'on appelle les comportements de santé, et nous, on l'a étendu aux pratiques médicales pour essayer d'expliquer ce qui se passait, ce qui se jouait dans la relation de soins. En fait, c'est des modèles d'enquête, hein, avec ce qu'on appelle des construits assez établis, qui présupposent qu'effectivement, toute action individuelle et tout comportement individuel a une médiation, celle de l'intention, et dans cette intention, il y a des croyances qui interviennent, et ces croyances-là, si on arrive à agir sur ces croyances, eh bien, on peut changer les comportements. Vous voyez, vous avez plusieurs niveaux de croyances, sans pour autant évacuer les facteurs extérieurs, les facteurs sociaux extérieurs. Ben, en jouant sur les croyances, ben, on modifie l'intention et on arrive à faire changer les personnes de comportement dans l'objectif qu'ils abandonnent leur comportement délétère pour des comportements plus profitables. C'est ce qu'on a fait durant toutes ces années. Voilà. On a étendu ça à la relation de soins. Moi, j'ai essentiellement travaillé sur l'âge et le genre dans le cadre d'une interaction. Voilà. Donc, on est en interaction et ce qui nous a permis de travailler effectivement ou d'étudier plus spécifiquement le fait ou pas qu'un médecin ou qu'un soignant décide à situation égale, à situation d'une pathologie égale pour un patient, de requérir ou non à certains types de prescriptions. À l'exemple, c'était l'euthanasie ou le suicide médicalement assisté, alors des opinions particulières et des attitudes particulières sur ce qu'on appelait le cocktail lithique, mais plus spécifiquement, c'était l'accès au traitement antalgique de palier 3, dit morphinique. On s'est rendu compte que selon le genre ou l'âge, le médecin il avait certaines pratiques qui prescrivaient ou ne prescrivaient pas ces traitements qui étaient largement recommandés pour notamment la prise en charge de douleurs fortement résistantes. Donc c'est ces modèles-là qu'on a travaillé, on a fait un tas de publications dessus, mais vraiment sur 2 caractéristiques particulières, c'était le genre et l'âge. Alors VICAN, c'est quoi? VICAN, c'est un dispositif, je reviens au cœur de VICAN, hein. C'est un dispositif particulier qui a été initié dans les années 2000 et qui étudiait les conditions de vie de personnes atteintes de cancer, 12 localisations, qui représentaient à peu près 98% des cancers incidents en France. En 2012, hein, c'est un dispositif qui a été créé en 2010, donc avec 3 niveaux de létalité, on va dire, ou de dangerosité, ou de pronostic de cancer, 4 dits de bon pronostic, 7 de pronostic intermédiaire et 1 de mauvais pronostic. Alors pourquoi on a ciblé ces 12 localisations? Comme on a étudié à 2 et 5 ans
les problèmes de conditions de vie après un diagnostic de cancer. Donc à distance du diagnostic, il fallait qu'on puisse avoir un nombre de survivants suffisant pour pouvoir effectivement engager ce type d'enquête d'opinion, d'enquête quantitative. Donc on a exclu certaines localisations où la durée de survie, la médiane de survie était à 1 an. C'est important que je le dise parce que ça va participer aujourd'hui d'un renouvellement, d'une extension du dispositif qu'on est en train de mettre en place. Donc ce dispositif nous a permis, entre autres, d'étudier le phénomène des séquelles psychosociales. Les séquelles, c'est à la fois des phénomènes physiques qui persistent au-delà du traitement, mais aussi des phénomènes psychologiques et qui altèrent tous les niveaux de la vie, à savoir la dimension psychologique, sociale, dans les interactions quotidiennes, dans l'intégration sociale, mais aussi sociétale, notamment dans l'insertion professionnelle. Donc c'est un coût. Ça a aussi un coût économique, c'est un coût sociétal. La persistance de séquelles après un traitement de cancer. Et elles sont considérées, vous voyez, comme importantes ou très importantes, mais pour 63% des personnes interrogées, de près de 2 tiers, après le traitement à distance du diagnostic, il y a des séquelles qui persistent et qui peuvent être plus ou moins délétères dans ce qu'on appelle la qualité de vie psychologique et physique. Donc, principales séquelles, douleurs et fatigue, douleurs persistantes avec des douleurs particulières qu'on appelle les douleurs neuropathiques, et puis des phénomènes de fatigue qui altèrent vraiment la vie quotidienne. Les douleurs, d'un point de vue sociétal, constituent l'un des principaux obstacles à ce qu'on appelle le maintien et le retour à l'emploi. Les personnes qui ont mal, elles se réinsèrent socialement, professionnellement plus difficilement. Donc après, il y a une difficulté dans la réinsertion professionnelle due à l'existence de séquelles assez importantes et notamment de séquelles douloureuses. Mais ce n'est pas les seules. Autre problème, c'est la sexualité qui n'était jamais abordée dans le cadre de la cancéro. Vraiment, il y avait un tabou sur la sexualité. Effectivement, après un cancer, on a des problèmes de détérioration majeure de la sexualité et même pour des localisations qui ne sont pas génitales. Par exemple, on s'est rendu compte que pour les cancers de la thyroïde, il y avait effectivement des personnes atteintes qui, à distance du diagnostic, déclaraient vraiment un problème de dégradation dans leur sexualité. Perte de libido, manque de confiance, problèmes de dysfonctionnement sexuel qui peuvent être érectiles ou simplement sécheresse vaginale, problème de pénétration dans l'acte, qui les empêchait d'avoir vraiment des relations normales avec leur conjoint, par exemple, et qui pouvaient créer effectivement des problèmes au sein du couple. Peur de la récidive, alors ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lourd et difficile pour les personnes atteintes de cancer. C'est vraiment qu'elles ont l'impression toujours d'avoir cette vie en suspens. Alors ça, c'est ce que Janine Pierret appelait, ce qu'on a étudié pour rejoindre un peu la présentation de Gabriel, la rupture biographique. Le diagnostic de cancer crée une rupture biographique qui est d'une intensité égale que celle qu'ont connue les personnes atteintes de VIH. Janine Pierret avait documenté ça. Une personne atteinte de VIH, elle avait une rupture biographique, c'est-à-dire sa vie n'était plus la même, elle n'arrivait pas à revenir, et même après les trithérapies, à un niveau égal de ce que pouvait être sa vie d'avant. Il y a vraiment une cassure, avec des angoisses et des peurs qui persistent. C'est le cas pour les personnes atteintes de cancer, qui présentent en plus un surrisque de second cancer. Ils ont cette peur de la récidive, qui est quelque chose de majeur, et qui est extrêmement délétère dans leur intégration sociale et leur insertion professionnelle. C'est vraiment quelque chose de vraiment invalidant et handicapant. Les comportements de santé, et on voit que ça se traduit dans les comportements de santé, donc le recours au dépistage, on sait qu'il y a un surrisque de second cancer pour les personnes atteintes d'un primo-cancer, elles vont moins se dépister, pourtant, à distance du diagnostic d'un second primo-cancer, alors qu'elles ont, je crois, selon Jégu, 10% de chance, voire plus, de risque, de présenter un second primo-cancer. Elles vont moins se faire dépister. Ce qui est compréhensible, quand on a eu un cancer et qu'on est à distance d'un cancer, on n'a pas envie de revoir l'information et les angoisses liées au dépistage. Donc. Autre comportement, activité physique et poids, prise de poids, et puis activité physique, alors que c'est des activités, c'est des comportements préventifs. Là, on est vraiment dans le tertiaire, puisque ce sont des personnes atteintes. On voit qu'il y a une baisse de l'activité physique, une prise de poids, et une espèce
d'attitude assez négligente à l'égard de ces activités-là, qui sont pourtant fondamentales dans le cadre de la prévention tertiaire. Alors, l'extension du dispositif Vican, parce que j'ai que 20 minutes et je crois que bon, ça va, j'ai un petit quart d'heure, ça va encore. Donc, on a songé à une extension territoriale, parce que dans le dispositif Vican, on avait exclu, on était très centré sur la France métropolitaine, donc on a eu une remontée des DOM et surtout des Antilles qui nous ont dit effectivement, nous on a d'autres questions par rapport au cancer, notamment les questions environnementales, tout ce qui est relatif à la chlordécone, vous avez dû en entendre parler, et c'est pas normal que vous nous ayez écartés comme ça de ce type d'enquête. Je crois qu'à Vespa, pour l'enquête Vespa sur les conditions de vie de personnes atteintes de VIH, ça a été la même chose. Ils ont dû effectivement élargir au DOM. Nous, on est tombé dans l'erreur et la facilité, c'est-à-dire qu'on a restreint à la France métropolitaine, et c'est vrai que c'est pas très bien. Localisation, on avait écarté d'emblée, comme je vous l'ai dit, certaines localisations digestives parce que la médiane de survie n'était pas assez importante, et comme nous, on était à 2 ou 5 ans après le diagnostic, c'était en 2010, donc on s'est dit, on va avoir personne, qu'on pourra interroger personne, donc on ne va pas le prendre, et les résultats qu'on aura ne seront pas validés scientifiquement. Or, depuis ces 10 dernières années, il y a quand même des progrès, parce que dans le cancer, les progrès thérapeutiques sont énormes, il y a des investissements énormes, et par exemple, pour ce qui est du pancréas et du foie, de localisation qui était vraiment de très mauvais pronostics, le niveau de survie a un peu augmenté. Pas beaucoup, mais il a augmenté, donc on a engagé une extension quand même sur des localisations qu'on avait plus ou moins écartées initialement dans le dispositif Vican. Alors pourquoi on a réintégré ces localisations? Ça a été aussi l'occasion de diversifier un peu, c'est pour ça que j'ai dit nouvelles méthodes, nos méthodes d'investigation, c'est-à-dire qu'on était parti sur un dispositif d'enquête qui était strictement quantitatif, qui s'appuyait sur la théorie des sondages, enfin ce qu'on appelle la surveille traditionnelle, l'enquête d'opinion. On est passé sur des modèles mixtes, c'est-à-dire incluant des phases qualitatives. C'est ce qu'on appelle les Mixed Method Research. Cal-Toucan dans ce cas-là, puisque c'était exploratoire, c'est une question d'ordre. Vous avez le Cal-Toucan, vous avez le Can-Toucal, et puis vous avez le Can-Cal qui est simultané, qui pose des questions différentes. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc il y a eu le Covid, ce qui fait que pour avoir les autorisations éthiques, on a eu 2 ans de délai pour avoir notre CPP. L'INCa, il y a des contraintes administratives, ne pouvait pas prolonger les financements, et on a eu le désengagement de certains acteurs, puisque au départ, ce projet couvrait à la fois tout Marseille et 3 sites, ceux de la PHM et ceux de l'IPC, mais là, les délais étant tels, certains des investigateurs, dont la PHM, se sont désengagés, ou du moins ont disparu des radars. On n'a toujours pas de nouvelles, même s'ils disent qu'ils sont toujours très intéressés. Pour le moment, on n'a plus signe de vie d'eux. Alors, ce qu'on a fait, les choix méthodaux, alors ça, c'est pour les sociaux et les qualis. Ces monocytes, c'est l'IPC. On a fait un échantillonnage traditionnel, de variation maximale, selon 3 caractéristiques. Là, je sais que la localité de résidence. On a un échantillon de grande taille au regard du type de saturation inductive, donc thématique qu'on a choisi. Le type d'entretien, c'est des entretiens individuels. Ils sont synchrones, mais avec une médiation technologique, puisqu'en fait, c'était des entretiens par téléphone à cause du Covid. On ne pouvait pas 5 minutes, ça ira. On avait des restrictions. Ce sont des personnes quand même qui présentent des déficits immunitaires, donc c'est compliqué de faire du face-à-face. Le type d'entretien, ce n'est pas du semi-structuré, c'est du narratif, c'est ce qu'on appelle les oral histories. Ce n'est pas des entretiens historiques sur leur vie, mais c'est sur un événement particulier. En l'occurrence, là, le diagnostic du cancer, et ces entretiens, ce sont des entretiens approfondis, donc qui sont faiblement structurés. C'est-à-dire qu'on a quelques questions de relance, on n'a pas un questionnaire semi-structuré, bien organisé selon des thèmes à aborder successivement dans l'entretien. C'est vraiment, on y va, racontez-nous votre histoire, et puis
ça peut durer le temps que ça dure. Hein. La posture, elle est naïve, hein, on n'est pas du tout dans des gender studies où on n'a pas de posture ni conflictuelle, on ne se présente pas dans des espèces de postures volontairement d'avocat du diable ou de formateur. Enfin, il y a des tas de postures qu'on peut avoir en qualitatif. Nous, on a pris la posture la plus traditionnelle, c'est-à-dire la neutralité absolue. Hein. Le type d'analyse, ce sont des analyses de contenu et thématiques. Hein, donc, on n'est pas dans l'analyse de l'énonciation, on ne va pas chercher les silences, les regards, tout ce qui est de la communication non verbale. Hein, on est vraiment dans du thématique simple. On retranscrit un discours, on a enregistré, on encode en 2 sigles, mais pas selon la théorie d'Ancré, hein, c'est très simple. Donc c'est une saturation inductive et thématique. Donc nous, on ne vise pas une saturation théorique qui est une saturation d'échantillonnage abductive. On est vraiment dans de l'induction de la description. Donc on va saturer à partir des thèmes. Et la triangulation qu'on va opérer, pour l'instant, on recherche effectivement des personnes en sciences sociales, sociologues, anthropologues, qui aimeraient bien trianguler avec nous. Donc on va peut-être prendre un étudiant de M2 ou quelqu'un, une brave âme qui a envie de venir contrôler nos encodages. Hein. Pour l'instant, on recherche, mais on n'en est pas là. Parce qu'il faut toujours trianguler en quali. Si on ne triangule pas, ce n'est pas bon. Hein. Voilà. Alors, nous, pourquoi on a choisi on n'a pas pris de la théorie de l'Ancré ou d'autres théories. Hein. Nous, on est vraiment dans de la phénoménologie herméneutique idiocratique, donc de l'interprétation phénoménologique, qui est très bien, parce que c'est la meilleure méthode, est reconnue comme la meilleure méthode pour décrire les vécus. Voilà. Cette méthode-là s'appuie sur le sens qu'un acteur donne à son vécu, et nous, dans ce sens, on dit qu'il n'est pas neutre, mais il reconstruit une signification qui a quand même une composante sociale et psychosociale, où on peut retrouver des représentations et des attitudes, parce qu'on a quand même des sociologues. Hein. Tout ça, bien évidemment, agissant sur la motivation, puisqu'on travaille toujours sur la motivation, hein, pour expliquer certaines pratiques sociales ou certains comportements. Bon, l'IPA, je sais que c'est né de la psychanalyse, l'IPA, hein, mais ça a été adopté maintenant par les sciences sociales. Voilà où nous en sommes. Donc, notre échantillonnage, hein, on avait une base opératoire issue de l'IPC, on avait 139 personnes qui étaient dans cette base, on en a exclu 13 parce qu'ils étaient décédés ou ce n'étaient pas des cancers, donc il y a des gens qui sont fait opérer de tumeurs, mais finalement, ce n'étaient pas des tumeurs cancéreuses. Hein. Donc il y avait 126 éligibles, majorité de femmes. On est obligé de faire c'est pas dans des buts de représentativité. Là, comme on est dans la variation maximale, on est obligé de montrer les profils qu'on a, parce qu'on va essayer de construire nos profils et de sélectionner nos profils à partir de certaines caractéristiques. On serait dans du snowball ou on serait dans de l'incidentiel, on n'aurait pas, en termes d'échantillonnage, besoin de présenter ces données-là. Hein. On n'est pas dans une perspective de représentativité, puisqu'on est dans du non-probabiliste. Hein. On ne cherche pas à corriger l'aléa du probabiliste. Hein. Donc l'âge moyen, c'est 7 ans, parce que le cancer correspond à des personnes assez âgées. Hein. Mais vous voyez qu'il y a quand même, avec un minimum de 21 ans, donc on avait des gens qui étaient quand même très jeunes, ils ont subi ce qu'on appelle une DPC, qui est une chirurgie très lourde, où on enlève la tête du pancréas, le duodénum, 1 minute. Récidive, ils étaient en situation de récidive, métastase, et il y en a 12% qui sont décédés hein, durant le moment de l'enquête. Hein. Voilà, pour l'instant, on a fait 3 séries d'itérations pour chacun. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu aller au bout parce que pendant les itérations, pendant le recueil, ils ont eu des métastases, des récidives, ils ont été hospitalisés ou ils sont décédés, donc c'est assez lourd. Mais généralement, on avait 3 itérations. La durée moyenne, donc actif versus inactif, c'est pour essayer de privilégier quand même des profils de gens qui étaient toujours en activité. Métier d'encadrement, métier d'exécution, c'est des proxys pour avoir le niveau social des personnes. Hein, toujours dans la volonté, pas de représentativité, mais de diversifier nos profils. On a donc l'échantillon et le recueil de données s'est fait de juin à septembre, cet été, hein, avec une durée cumulée d'entretien hein, sur les 3 itérations de 2 heures. Voilà, pas de résultats parce que je ne peux pas vous les donner, malheureusement, on est un peu en retard, et qu'on va commencer à c'est pas éthique de les restituer avant de les restituer au comité de pilotage interne. Ce
qui permet de terminer à temps. Donc la restitution interne aura lieu le 22 novembre. Merci de votre attention.